Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons décrypter les séismes politiques qui reconfigurent le pouvoir mondial. Je suis analyste politique, avec des années d'expérience à étudier les mouvements qui transforment les nations. Je n'aurais jamais imaginé assister à des changements aussi radicaux que ceux qui se produisent actuellement. Ce ne sont pas de simples ajustements, ce sont des ruptures historiques qui avancent à un rythme effréné. Si ce que je partage vous semble inquiétant, ne vous inquiétez pas. Mon objectif est d'éclairer, pas d'alarmer. Je n'ai pas créé ces dynamiques, je les analyse simplement. Alors, montez à bord pour un voyage au cœur de la politique mondiale. Le monde traverse un moment crucial. Les structures de pouvoir qui ont défini le dernier siècle s'effondrent et de nouveaux acteurs émergent avec une force imparable. Du déclin des puissances traditionnelles à l'ascension de blocs inattendus, nous vivons un changement d'ère. Cette analyse vise non seulement à expliquer ce qui se passe, mais aussi à vous inviter à réfléchir à ce que cela signifie pour notre avenir collectif. Pourquoi est-il crucial de comprendre ces changements? Parce qu'ils impactent tout, du coût de la vie aux conflits internationaux que nous voyons dans les actualités. En tant que spectateurs, nous ne sommes pas de simples observateurs, nous faisons partie de cette histoire. Cette chaîne est dédiée à décomposer ces complexités avec clarté et passion, afin que nous puissions comprendre ensemble où va le monde. Mon approche n'est pas seulement académique, c'est une invitation à questionner les récits officiels et à regarder au-delà des gros titres sensationnalistes. Dans cet épisode, nous explorerons comment le pouvoir mondial se redistribue, pourquoi le système actuel est en crise et ce que nous pouvons faire à ce sujet. Prenez place et accompagnez-moi dans cette analyse qui promet de changer votre perspective sur le monde. Ces changements ne se produisent pas dans le vide. Ils sont le résultat de décennies de décisions politiques, économiques et sociales qui atteignent maintenant un point critique. Ignorer ces transformations, c'est comme ignorer une tempête qui approche. Nous pouvons fermer les fenêtres, mais nous n'arrêterons pas le vent. Cet épisode est un appel à rester informé et préparé. Enfin, cette analyse n'est pas seulement pour comprendre, mais pour agir. La politique n'est pas un spectacle lointain. Elle nous affecte tous. En partageant ces idées, je veux vous donner les moyens de participer aux discussions qui définiront notre avenir. Restez avec nous et commençons ce voyage. Le premier grand changement que nous devons aborder est le déclin de la domination mondiale des États-Unis. Pendant près d'un siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce pays a été l'épicentre du pouvoir politique, économique et militaire. La guerre a dévasté des rivaux potentiels comme l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie, laissant les États-Unis au sommet. Alors que le monde se reconstruisait parmi les ruines, les États-Unis ont prospéré, employant des millions de personnes dans l'industrie de guerre et consolidant leur hégémonie. Mais ce règne est en péril, et les signes sont clairs comme le jour. La Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement éliminé les concurrents, elle a transformé les États-Unis en une superpuissance sans égale. La Grande Dépression avait affaibli l'Europe, mais la guerre a stimulé l'économie américaine, mettant au travail des millions de personnes dans les usines et les armées. Cette prospérité n'avait pas d'équivalent dans d'autres pays qui ont subi une destruction massive. Cependant, ce moment de suprématie absolue n'existe plus. Le monde a changé et les États-Unis ne sont plus le seul acteur sur l'échiquier. Aujourd'hui, le bloc du G7, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Canada et Japon ne dominent plus l'économie mondiale. Il y a 10 ans, leur produit intérieur brut, PIB, surpassait celui des BRICS, Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud et nouveaux membres comme l'Iran et l'Égypte. En 2020, les deux blocs se sont égalés, mais aujourd'hui, les BRICS représentent 33% de la production mondiale, contre 29% pour le G7. La Chine croît à 5,5% par an, tandis que les États-Unis atteignent à peine 2,5%. Cet écart, qui s'élargit depuis des décennies, marque la fin d'une ère de domination absolue. Le déclin des États-Unis n'est pas seulement économique. Leur influence politique et militaire s'érode également. Les guerres en Corée,
au Vietnam, en Irak et en Afghanistan n'ont pas atteint les objectifs escomptés, et le conflit en Ukraine montre les limites de leur pouvoir. Ces défaites reflètent une réalité. Le monde ne se plie plus devant Washington. Les BRICS, menés par la Chine, créent un nouvel ordre où les décisions mondiales sont de plus en plus partagées. Ce changement a des racines historiques profondes. Les États-Unis ont hérité du manteau impérial des puissances coloniales comme le Royaume-Uni et la France, assumant le contrôle d'un système autrefois dominé par les Européens. Mais comme tout empire, leur ascension a atteint un zénith et ils font maintenant face à un déclin. L'histoire nous enseigne qu'aucun empire ne dure éternellement et les États-Unis ne font pas exception. La question est, comment géreront-ils cette transition? La résistance à accepter ce déclin est palpable. Aux États-Unis, le récit officiel insiste sur le fait que tout est sous contrôle, mais les fissures sont évidentes. De la perte d'influence dans les forums internationaux à l'incapacité d'imposer des sanctions efficaces contre des pays comme la Russie, le pouvoir américain s'estompe. Ce changement n'affecte pas seulement les États-Unis, mais tout le système mondial qui dépendait de leur leadership. De plus, ce déclin s'accompagne d'une perte de cohésion interne. Les divisions politiques et sociales aux États-Unis compliquent leur capacité à répondre à ces défis mondiaux. La polarisation entre partis et la méfiance envers les institutions créent un environnement où les solutions structurelles semblent hors de portée. Enfin, le déclin de la domination américaine oblige ses alliés à repenser leur stratégie. Des pays comme le Japon et l'Allemagne, qui dépendaient de la protection américaine, cherchent désormais à diversifier leurs alliances. Ce changement redéfinit les relations internationales, créant un monde plus fragmenté, mais aussi plus dynamique. Le déni est un phénomène puissant dans ce contexte. Aux États-Unis, politiciens, médias et dirigeants d'entreprises insistent sur le fait que l'économie est en plein essor, mettant en avant des indicateurs comme le faible chômage ou la baisse de l'inflation. Mais est-ce suffisant pour déclarer que tout va bien? Imaginez aller chez le médecin avec un malaise persistant et qu'on ne mesure que votre température. Feriez-vous confiance en ce diagnostic? Évaluer une société nécessite une analyse profonde, au-delà des statistiques superficielles. La réalité est bien plus complexe. Les États-Unis font face à une inégalité extrême, tandis que des milliardaires accumulent des fortunes inimaginables. Un enfant sur 6 vit dans l'insécurité alimentaire. La dette publique, d'entreprises et personnelle a atteint des niveaux records, sans fin en vue. La population sans abri augmente et des problèmes sociaux comme la toxicomanie et la violence s'intensifient sans solution claire. Ce ne sont pas les signes d'une société saine, mais d'une société en crise profonde. Ce déni n'est pas nouveau. Il fait partie d'une culture façonnée par la propagande et la publicité. Au lieu d'affronter les problèmes, on blâme des boucs émissaires, comme les immigrés, détournant l'attention des failles structurelles. Cette stratégie distrait, mais ne résout rien. La frustration sociale croît et l'incapacité du système politique à répondre à ces crises alimente un cycle de mécontentement qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Le déclin économique interne est tout aussi alarmant que le déclin externe. Le capitalisme américain, qui dépendait de la richesse de son empire mondial, vacille maintenant que cet empire s'affaiblit. Les récessions, qui surviennent tous les 4 à 7 ans, sont une constante historique. Ce siècle, nous avons vu 3 effondrements. La bulle des dot-com en 2000, la crise des subprimes en 2008 et le chaos économique du COVID-19 en 2020. Ces événements ne sont pas des anomalies, ils sont les symptômes d'une instabilité structurelle que nous n'avons pas surmontée. De plus, la polarisation politique aggrave cette crise. Les divisions entre partis et l'incapacité à parvenir à des consensus compliquent la mise en œuvre de réformes significatives. Pendant ce temps, la confiance dans les institutions s'érode et les citoyens se sentent de plus en plus déconnectés de leurs dirigeants. Cet environnement de méfiance complique encore davantage la capacité à relever les défis structurels. Le déni se manifeste également dans la politique étrangère. Les États-Unis continuent d'agir comme s'ils avaient un contrôle absolu, mais leurs actions, comme les sanctions ou les interventions militaires, sont de moins en moins efficaces.
l'incapacité à s'adapter à un monde multipolaire coûte cher, non seulement en termes économiques, mais aussi en vies humaines et en stabilité mondiale. Il est temps d'affronter la réalité avant qu'il ne soit trop tard. Ce déni a aussi un coût culturel. Le récit de l'exceptionnalisme américain, qui a été un pilier de son identité, est mis à l'épreuve par une réalité qui ne peut être ignorée. Accepter ce changement exige une remise en question profonde de la manière dont les États-Unis se perçoivent et de leur place dans le monde. Enfin, le déni perpétue un cycle d'inaction. Alors que les dirigeants s'accrochent à une image de force, les problèmes structurels s'accumulent, de l'infrastructure en déclin à l'accès limité à la santé. Briser ce cycle exige une honnêteté brutale et un engagement envers des solutions réelles, et non des discours optimistes vides. Alors que la domination américaine s'estompe, le monde entre dans une ère de capitalisme globalisé avec des caractéristiques uniques. Le modèle employeur-employé, où une minorité décide et la majorité obéit, s'est étendu de New York à Pékin. Que ce soit dans un système capitaliste occidental ou socialiste comme la Chine, la dynamique est similaire. Une élite contrôle la production, tandis que les travailleurs se contentent d'exécuter. Cette uniformité mondiale soulève des questions profondes sur la liberté et la démocratie que l'on nous a promises. Ce modèle n'est pas neutre. Il perpétue les inégalités et limite la participation. Dans le monde entier, les travailleurs passent la majeure partie de leur vie dans des environnements où ils n'ont pas de voix. Nous n'élisons pas les PDG ou les bureaucrates qui prennent des décisions cruciales sur quoi produire, comment et où. Si la démocratie est une valeur fondamentale, pourquoi ne l'appliquons-nous pas là où nous passons la plupart de notre temps? Cette contradiction est au cœur du système actuel. Le conflit entre le G7 et les BRICS définit cette nouvelle ère. Alors que le G7, mené par les États-Unis, perd du terrain, les BRICS, dirigés par la Chine, gagnent en influence. Les stratégies de containment, comme la guerre en Ukraine ou les sanctions contre Huawei, ont échoué. La Russie n'a pas collapsé, et la Chine continue d'innover. À l'ONU, le vote sur Gaza a montré l'isolement des États-Unis. 153 pays ont soutenu les BRICS, tandis que seulement 10 ont appuyé Washington. Ce changement reflète un monde qui ne s'aligne plus automatiquement sur l'Occident. La Chine, en particulier, reconfigure l'échiquier mondial. Il y a 70 ans, c'était une nation appauvrie. Aujourd'hui, c'est une puissance qui offre aux pays en développement une alternative à la domination occidentale. De l'Afrique à l'Amérique latine, les nations peuvent désormais se tourner vers Pékin pour des investissements, la construction d'infrastructures ou des marchés. Ce réseau de connexions transforme les alliances politiques et militaires, créant un monde multipolaire où le pouvoir est plus distribué. Cette montée de la Chine n'est pas seulement économique. Son influence culturelle et idéologique croît également, défiant les récits occidentaux qui ont dominé pendant des siècles. Les pays du Sud global voient en la Chine un modèle de développement qui ne dépend pas de la soumission aux puissances coloniales traditionnelles. Cette dynamique redéfinit les relations internationales d'une manière que nous n'avons pas vue depuis des générations. Cependant, ce nouvel ordre n'est pas exempt de tensions. La rivalité entre le G7 et les BRICS pourrait dégénérer en conflit plus grave si elle n'est pas gérée avec soin. La clé réside dans la recherche d'un équilibre qui permette la coexistence sans tomber dans la confrontation. L'histoire nous montre que les transitions de pouvoir sont souvent tumultueuses, mais elles offrent aussi des opportunités pour un changement positif si elles sont abordées avec vision. La mondialisation a également apporté des défis partagés, comme le changement climatique et les pandémies, qui nécessitent une coopération internationale. Les BRICS, avec leur accent sur le développement, pourraient prendre la tête dans ces domaines
s'il privilégie la collaboration à la compétition. Cela requerra un changement de mentalité chez toutes les puissances, pas seulement en Occident. Enfin, ce nouvel ordre mondial donne du pouvoir aux pays plus petits. En ayant des options entre le G7 et les BRICS, ces nations peuvent négocier de meilleures conditions pour leur développement. Ce changement pourrait mener à un monde plus équitable, mais seulement si les puissances émergentes privilégient l'inclusion à la domination. La grande question est, que va-t-il se passer pour le monde? Les États-Unis tenteront-ils, comme le Royaume-Uni autrefois, de freiner l'ascension de la Chine par la force militaire? Les tensions à Taïwan et en mer de Chine méridionale suggèrent que certains l'envisagent. Mais s'opposer à un pays avec 4 fois la population et des armes nucléaires est un pari risqué. L'histoire ne favorise pas les empires qui résistent au changement. Le Royaume-Uni a perdu contre les États-Unis en 1776 1 812 avant d'accepter la nouvelle réalité. Une autre option est un arrangement pacifique, comme celui finalement atteint par les États-Unis et le Royaume-Uni au XIXe siècle. Négocier un système de coexistence avec la Chine et les BRICS pourrait éviter des conflits dévastateurs et permettre une transition plus fluide vers un monde multipolaire. Cela nécessiterait de l'humilité et du réalisme, des qualités qui n'ont pas toujours caractérisé la politique américaine récente. Une possibilité fascinante est que la Chine ne cherche pas à répliquer le modèle impérial d'exclusion, mais à mener un bloc plus inclusif. Les BRICS pourraient représenter un empire collectif, axé sur la coopération plutôt que sur la domination. Cependant, cela dépendra des dynamiques internes en Chine et de la manière dont le reste du monde encourage cette direction. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour façonner cet avenir. L'ascension des BRICS soulève également des questions sur le type de monde que nous voulons. Sera-t-il un monde où le pouvoir se concentre entre de nouvelles élites, ou un monde où la coopération et l'équité définissent les relations? Les pays en développement, qui ont désormais plus d'options, sont dans une position unique pour influencer cette direction, en exigeant un système plus juste et moins hiérarchique. D'un autre côté, le risque de conflit reste réel. Les guerres par procuration, comme en Ukraine, et les tensions au Moyen-Orient montrent comment des erreurs de calcul peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Apprendre de ces erreurs est crucial pour éviter une escalade que personne ne gagnerait. La diplomatie, et non la confrontation, doit être la priorité. Enfin, nous devons considérer comment ces dynamiques affectent les gens ordinaires. Le changement de pouvoir mondial n'est pas seulement une question d'État. Il impacte la vie quotidienne de millions de personnes. De l'accès aux ressources à la stabilité économique, les décisions prises dans les années à venir détermineront le bien-être des générations futures. Il est temps d'exiger un leadership qui privilégie les personnes au pouvoir. L'incertitude de cette transition ouvre également la porte à l'innovation. De nouvelles formes de gouvernance, comme des alliances régionales ou des institutions mondiales plus démocratiques, pourraient émerger de ce chaos. La clé est de saisir cette opportunité pour construire un système qui profite à tous, pas seulement à quelques-uns. De plus, la jeunesse mondiale joue un rôle de plus en plus important dans ce changement. Avec l'accès à l'information et aux outils numériques, les nouvelles générations exigent un monde plus juste et durable. Leur énergie pourrait être le moteur d'un changement positif si elle est correctement canalisée. Au milieu de ce tourbillon, il y a une opportunité unique pour les travailleurs du monde. De Lagos à Helsinki, de Shanghai à Los Angeles, nous partageons une réalité. Nous passons nos vies dans des lieux de travail où nous n'avons aucun contrôle. Nous n'élisons pas les dirigeants qui décident de notre destin professionnel. Si la démocratie est si précieuse, pourquoi ne pas l'appliquer là où nous passons la majeure partie de notre temps? Cette contradiction
est au cœur d'un changement nécessaire. Le socialisme du XXIe siècle pourrait être la réponse. Il ne s'agit pas seulement de nationaliser les industries ou de changer les gouvernements, mais de démocratiser le travail. Imaginez des coopératives où les employés décident collectivement quoi produire, comment et comment distribuer les bénéfices. Ce modèle, inspiré par des idées datant de 2 siècles, pourrait unir les travailleurs au-delà des frontières, transcendant les divisions entre capitalisme et socialisme. Cette transformation ne se limite pas aux usines. Elle inclut également le foyer, où l'égalité des genres doit être une priorité. Un socialisme moderne s'attaquerait aux hiérarchies à tous les niveaux, du bureau à la famille. C'est un appel à réimaginer la manière dont nous organisons nos vies, en privilégiant l'équité et la collaboration au détriment de la compétition et du contrôle. Les travailleurs du monde ont plus en commun que jamais. Qu'il s'agisse d'un système capitaliste ou socialiste, la majorité fait face au même manque de pouvoir au travail. Cette réalité partagée est une opportunité pour construire un mouvement mondial qui exige des changements fondamentaux. Le slogan « Travailleurs du monde, unissez-vous » n'a jamais été aussi pertinent. Ce nouveau socialisme ne rejette pas les réalisations du passé, mais les amplifie. Les mouvements socialistes des 19e et 20e siècles ont transformé la politique macro, mais ont laissé intactes de nombreuses structures micro, comme le lieu de travail. Démocratiser ces espaces est la prochaine étape logique pour réaliser les promesses de liberté et d'égalité que le capitalisme n'a jamais pu tenir. La technologie peut être une alliée dans ce changement. Les plateformes numériques permettent aux travailleurs de s'organiser à l'échelle mondiale, de partager des idées et de coordonner des actions comme jamais auparavant. Des coopératives locales aux réseaux internationaux, les outils sont à notre portée pour construire un système plus juste. La question est, aurons-nous le courage de les utiliser? De plus, ce mouvement doit être inclusif. Les luttes pour l'égalité raciale, de genre et environnementale doivent être intégrées dans cette vision socialiste. Seule une approche qui s'attaque à toutes les formes d'oppression peut créer un changement durable et significatif. Enfin, l'éducation sera cruciale. Donner aux travailleurs les moyens de comprendre leurs droits et les possibilités d'un système coopératif est essentiel. Des ateliers locaux aux campagnes mondiales. Diffuser ces idées peut transformer la conscience collective et poser les bases d'un avenir plus équitable. Nous sommes à un carrefour historique. L'économie mondiale change, la domination américaine s'estompe et les BRICS reconfigurent le pouvoir. Nous pouvons continuer à nier la réalité, blâmer les plus vulnérables, ou nous pouvons affronter ces défis avec courage. L'alternative à un changement radical est la barbarie. Plus de guerre, plus d'inégalités, plus de souffrance, comme nous le voyons en Ukraine et à Gaza. Le socialisme du XXIe siècle, centré sur la démocratisation du travail et de la vie, offre une issue. C'est un appel à la coopération mondiale, à un monde où les travailleurs ne se contentent pas d'obéir, mais décident. Ce changement exige que nous repensions non seulement l'économie, mais aussi nos relations sociales, du lieu de travail au foyer. Ce chemin ne sera pas facile. Les élites, qu'elles soient dans des systèmes capitalistes ou socialistes, résisteront à céder le pouvoir. Mais l'histoire nous montre que le changement est possible lorsque les gens s'unissent. Des révolutions du passé aux mouvements actuels, la volonté collective peut transformer le monde. De plus, ce nouveau socialisme doit être mondial. Les défis auxquels nous faisons face, du changement climatique à l'inégalité, ne respectent pas les frontières. Seul un mouvement qui transcende les divisions nationales peut répondre efficacement à ces crises. La lutte pour un monde plus juste n'est pas seulement politique, elle est profondément personnelle. Chacun de nous a un rôle à jouer,
que ce soit en s'organisant dans nos communautés, en nous éduquant ou en exigeant des comptes de nos dirigeants. Ce changement commence par la prise de conscience que le système actuel n'est pas inévitable. Nous pouvons construire quelque chose de meilleur. Le potentiel de ce moment est immense. Nous sommes au bord d'une transformation qui pourrait redéfinir non seulement l'économie, mais aussi la manière dont nous vivons ensemble. Mais cet avenir ne se matérialisera pas tout seul. Il exige de l'action, de l'engagement et de la solidarité. Chaque pas que nous faisons vers la démocratisation du travail et de la vie nous rapproche d'un monde plus équitable. L'histoire est pleine d'exemples de personnes ordinaires qui ont accompli l'extraordinaire. Des mouvements ouvriers du passé aux protestations actuelles pour la justice sociale, la force collective a renversé des systèmes oppressifs. C'est notre moment pour continuer cet héritage et construire un avenir qui privilégie les personnes au pouvoir. Au-delà des slogans, la question centrale est inévitable. Qu'ont en commun des millions de travailleurs à travers le monde? Des États-Unis à la Chine, en passant par le Nigeria ou la Finlande, la majorité partage une même réalité. Leurs vies sont organisées dans des usines, des bureaux et des commerces où les décisions clés ne sont pas prises par eux, mais par un petit groupe au sommet. Dans chaque entreprise, quelques-uns décident quoi produire, comment le produire, où le faire et quel sera le destin de ce que tous ensemble génèrent. Ce qui est le plus surprenant, c'est que, même s'il y a des centaines de milliers ou même des millions d'employés, ceux qui commandent vraiment tiennent dans une salle de réunion avec 20 personnes ou moins. Ce déséquilibre démocratique ne distingue pas les frontières, les idéologies ou les systèmes politiques. Il est partagé par tous les travailleurs de la planète. Tôt ou tard, cette contradiction devra être au centre du débat. Que ce soit dans l'Occident capitaliste ou dans l'Orient socialiste, la vérité est que, malgré leurs différences, aucun de ces systèmes n'a rompu avec la structure hiérarchique patron-employé qui domine les lieux de travail. L'histoire le démontre. Les sociétés ont toujours été divisées en classes. D'abord, les maîtres et les esclaves. Ensuite, les seigneurs féodaux et les serfs. Plus tard, le capitalisme est arrivé en promettant liberté, égalité et fraternité dans les grandes révolutions qui prétendaient instaurer un nouvel ordre. Cependant, ces promesses n'ont jamais été tenues. Au cœur même de la production économique, un système hiérarchique est resté, sans démocratie réelle pour ceux qui créent de la richesse. C'est pourquoi parler de démocratiser les lieux de travail, publics ou privés, est une proposition capable de résonner avec les travailleurs du monde entier. C'est imaginer une économie mondiale basée sur la coopération plutôt que sur la compétition sauvage, sur la collaboration plutôt que sur les chocs d'empire. Une transformation profonde qui pourrait tracer la voie du socialisme du XXIe siècle. Il ne s'agit pas d'effacer ce que les mouvements socialistes des XIXe et XXe siècles ont accompli. Ils ont transformé les structures macro, mais ont laissé presque intacts les aspects micro. Ce qui se passe dans le lieu de travail et aussi dans le foyer. Aujourd'hui, démocratiser ces relations, de l'usine à la famille, et intégrer la lutte pour l'égalité des genres est l'étape qui reste en suspens. C'est le grand défi, un socialisme du XXIe siècle qui achève ce qui est inachevé. Car face à une économie mondiale en constante évolution et face à un capitalisme américain qui se réajuste, l'alternative est déjà posée depuis longtemps. Soit nous avançons vers un nouveau socialisme basé sur des coopératives égalitaires, soit l'alternative sera la barbarie, celle que nous voyons déjà dans des conflits comme ceux d'Ukraine et de Gaza. La question donc est inévitable. Continuerons-nous à accepter un système qui promet la démocratie tout en la niant au cœur de l'économie? Ou construirons-nous un nouveau modèle où les travailleurs auront vraiment le contrôle?